bienvenue dans le point de lecture de septembre. Oui, Lisa est de retour, de visu. Ah, 2 mois sans moi, vous avez été tranquille. Oui, il y en a certains qui se disent oh non, putain, elle est encore de retour l'autre. Ah bah oui, voilà. Alors, ça c'est ce que j'ai lu. Enfin, ça c'est ce que je suis en train de relire, mais je vous expliquerai après. Et tout ça, c'est ce que j'ai lu. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je dois avouer que je suis quand même un peu ravie d'être de retour, de visu. Alors les 2 mois n'ont rien arrangé, hein. Ça tombe. Oui, ah bah, que voulez-vous? À un moment donné, ça remontera plus. Ah, voilà, j'ai attaché les cheveux parce qu'il fait toujours aussi chaud dans la Casbah. Il fait actuellement 26. Super. Quand c'est que c'est l'hiver, j'en peux plus. Je vois que tout le monde est ailleurs, là, partout. Il fait froid. Oh, il pleut. Putain, mais nous, c'est pas possible. Ils sont tournés. Bah, en fait, ils ont tourné la planète. On a toujours l'été, nous. C'est pas possible. Voilà, on fait hémisphère sud, hémisphère nord, et on vague à chaque fois. Donc, je suis ravie de vous revoir, j'espère que vous aussi. Général Axe a été particulièrement touché par les émoticônes chats, hein, bien sûr, son Altesse royale se la pète. Mais, trêve de plaisanterie, déjà premièrement, je voulais vous remercier vraiment beaucoup du fond du cœur pour l'accueil des dernières vidéos. Alors pas celle sur Aliénor parce qu'il n'y a personne qui l'a regardée, enfin très peu, mais sur les 2 dernières, c'est-à-dire principalement sur celle où j'ai eu une annonce à vous faire et sur le programme culturel. Parce que c'est la première fois que je reçois autant de commentaires, donc y compris des sous-marins. Merci aux sous-marins. Merci à toutes celles qui ont mis des commentaires parce que, premièrement, parce que ça fait plaisir d'avoir des commentaires sur votre vidéo, hein, faut pas se leurrer. 2, parce que, comme je vous le disais dans la vidéo, ça montre que mon travail vous plaît. Parce que quand vous avez 200 vues et que vous avez 3 commentaires, vous vous dites bon en fait en gros ils s'en battent l'œuf hein, de ma vidéo, ils s'en foutent, voilà. Et parce que ça aide à la visibilité, parce que par exemple j'ai une annonce à vous faire et presque à 500 vues, alors que j'ai jamais 500 vues sur aucune de mes vidéos. Enfin si j'en ai une, mais c'est parce que c'est sur un mannequin, sur Chrissy, et donc oui forcément tous les fans qui me connaissent sont venus voir la vidéo. Oui ça aide aussi hein, d'être la présidente du fan club, et la plus grosse collectionneuse aussi. Donc vraiment ça aide, et ça prouve que mon travail vous plaît, que vous vous êtes intéressé, et tous vos commentaires m'ont fait plaisir parce que je me suis aperçue que je vous donnais plus ou moins des choses que vous attendiez, qui vous plaisaient. Voilà. Et puis merci d'avoir compris que de temps en temps ma bobine n'y serait pas, hein, parce que voilà. Normalement ma bobine devrait revenir d'ici 15 jours, peut-être moins, je sais pas. Because j'avais demandé des questions pour la FAQ, et oui, oh la gourde. Oui, je sais, l'intro est toujours longue. Oh, écoutez, je reviens pour au bout de 2 mois, vous devriez être heureux. Enfin, 2 mois, 3 mois même, parce que c'était début juillet, août, septembre. Ah oui, ah bah oui, ah bah 3 mois. Voilà. Donc l'intro est longue. Et en fait, j'avais noté les questions de la FAQ et j'ai perdu le papier. Enfin, je savais pas où j'avais foutu le papier, donc je me suis dit, bon, tant pis. Voilà. Et en classant des factures que j'avais payées, donc, j'ai retrouvé le papier. Miracle de la technique, enfin de la vieillerie, hein, classer des papiers. Donc, j'ai retrouvé la FAQ. Donc, il y a une petite vingtaine de questions. Donc, je vais la tourner dans la semaine. Et donc, vous l'aurez octobre. Donc, en octobre, vous aurez Bibi encore. Voilà. Donc sûrement avec la même tronche, avec le même rouge à lèvres, avec le même sûrement le même t-shirt. Parce qu'en ce moment, je passe ma vie avec Alien, hein, je dois l'avouer. Voilà, donc non, mais j'ai pas que celui-là, commencez pas. Mais voilà, dans la maison, très souvent, parce que c'est un t-shirt qui va finir par être t-shirt de maison, donc très souvent, en ce moment, comme il fait chaud, je mets celui-là. Bon, on commence parce que sinon, il y en a certaines déjà qui sont décrochées. C'est-à-dire que ceux qui commencent à regarder la vidéo se disent ah non, mais elle nous gonfle déjà. Non, c'était mieux quand tu faisais que des trucs animés, tu parles beaucoup moins. Donc, je les ai classés par ordre de lecture. Vie. Septembre est un bon mois, très bon mois de lecture. Un coup de cœur de septembre, voire un coup de cœur de l'année. Bon, de toute façon, ça va étonner personne, vu qui c'est. Tout le reste est vraiment très bon. Il n'y a qu'un seul qui est mitigé positif. Entendez bien positif, mais mitigé quand même.
Voilà, 2-3 trucs qui m'ont un peu gonflé. Mais vous connaissez Lisa, elle s'est emballée encore, comme d'habitude. Allez, premier livre. Premier livre, c'est donc Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot. Je vous laisse donc, c'est chez l'Archipel. Alors, nous sommes dans une biographie écrite à romancée, mais biographie. Donc c'est pour ça que c'est romancé, parce que c'est pas vraiment une biographie textuelle, puisque c'est écrit à la première personne. C'est-à-dire que Cécile Chabot s'est mis dans les pas et dans la plume de Nicole Girard-Mangin, qui était médecin, très connu. Sauf ceux qui la découvriront, mais si vous vous intéressez à la Grande Guerre, vous savez qui c'est. Et en fait, elle découle sa vie. C'est-à-dire que nous, quand on la rencontre, dans les premières pages, c'est en juin 1919, elle est très fatiguée, elle lutte contre une tumeur, elle est seule avec sa chienne, Dain, qu'elle a prénommée Dain pour Verdun, où elle était basée, où on lui a donné ce chien. Elle se bourre de médicaments, plus ou moins, pour tenir le choc, et elle va revenir sur sa vie. Et donc, elle explique c'est sa jeunesse, d'une jeune fille de très très bonne famille, qui est née en 1878, qui commençait à faire des études très brillantes de médecine, qui avait un très gros faible pour un garçon qui s'est intéressé à elle et qui lui a demandé un mariage, et qui trouvait ça normal qu'elle continue ses études de médecine, parce qu'elle était, elle était à sa thèse, hein, donc elle était presque à la fin. Mais voilà, elle l'épouse et elle se dit, bon, comme il me soutient, de toute façon, je peux m'arrêter de faire mes études, de toute façon, il n'y a pas de problème, je recommencerai. Sans conviction, hein, elle n'était pas sûre de recommencer. Et en fait, elle va se retrouver très rapidement dans le rôle que beaucoup de femmes de cette époque et de son milieu avaient, c'est-à-dire la potiche. La jolie fille qu'on traîne au dîner, qui est très bien habillée, qui est magnifique, et je mange les poils du chat, super, mais qui n'a rien de particulier, vous voyez, enfin la fille qui soit belle et tais-toi, en gros. Et jusqu'à présent, leur couple marche, parce que il l'a désiré avant, il était amoureux, enfin, il l'a désiré en tous les cas, elle est très, très amoureuse de lui, et du moment où ils vont avoir leur enfant, elle va passer du statut de femme désirable à mère intouchable. En gros, là, et il va aller voir ailleurs. Et ça, c'est la trahison la plus profonde et la plus blessante qu'elle va avoir. D'ailleurs, elle le traîne sur tout le long, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, elle va nous expliquer comment elle va reprendre ses études, elle va divorcer, comment elle va être tiraillée entre le fait qu'elle reprenne ses études pour être médecin et le fait qu'elle a son petit garçon qu'elle adore, et donc elle est tiraillée comme toutes les femmes, hein, y compris maintenant, qui sont tiraillées par leur boulot, par leur mec, par leur famille et par leurs enfants aussi. Voilà, il faut être plusieurs personnes à la fois. Et une erreur administrative, le 2 août 1914, va la reverser dans le corps de l'armée, enfin de santé des armées. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui s'est trompé, au lieu de mettre Girard Mangin, il va mettre Gérard Mangin. Donc ils vont penser que c'est un mec, et allez, va sur le front. Et elle va se retrouver à Verdun. Alors au début de la guerre, Verdun c'est quand même un endroit plus ou moins cool. Enfin cool, c'est pas encore le gros Verdun. Et elle arrive en plein milieu de la guerre avec des médecins avec qui elle s'était déjà frottée à l'école de médecine et ailleurs à l'université, qui la prenaient un peu de haut, qui étaient très misogynes, qui disaient c'est pas la place d'une femme, toi rentre à la Casbah. Et donc là, elle est au front encore plus, donc elle doit faire face à des misogynes, elle doit faire face à des poilus qui se demandent qu'est-ce qu'une femme fait là, et puis alors une femme qui va les soigner, on va se calmer déjà. Certains qui trouvent pas ça moche, mais qui ont des réflexions un peu graveleuses, ou des réflexions un peu cuculapraline, ou qui la... Et elle a du caractère, vraiment, et déjà pour avoir divorcé de son mec, elle a du caractère, et elle s'en laisse pas compter. Donc elle est brillante, parce qu'elle est spécialisée dans la tuberculose et le cancer, elle fait des recherches, elle a tout un réseau de personnes, et elle va se lier avec beaucoup de femmes, notamment par exemple Marie Curie. Elle admire une autre grande femme qui est Edith Cavell, et qui a vraiment été, on va dire, broyée, parce qu'elle a été exécutée aussi, mais voilà, par le système de cette époque. Mais cette femme va faire son trou. C'est-à-dire qu'elle est brillante, elle sait comment soigner, et puis elle se prend
vraiment d'empathie et elle est dévouée à ces hommes qui vont à la boucherie, parce que c'est une boucherie, qui reviennent fracassés de partout, que ce soit psychologiquement ou physiquement, qui ont des gueules cassées, qui ont des membres amputés, qui ont des blessures absolument abominables, qui redescendent des fois en permission, mais qui ont vu absolument des horreurs, des boyaux partout, des copains qui sont absolument déchiquetés. Et donc, elle fait au mieux. Mais toujours tiraillée avec le fait qu'elle a laissé son petit garçon en arrière, qu'elle est obligée de lutter tout le temps parce que c'est une femme. Voilà. Et donc, vraiment, Cécile Chabot déroule sa vie. Voilà, jusqu'à la fin, puisqu'elle meurt en juin 1919, hein, alors qu'elle était directrice du premier hôpital école pour les élèves infirmières de guerre, qu'elle a demandé à Marie Curie de venir faire des cours de radiologie, parce qu'à l'époque, la radiologie gratuiteuse, hein, voilà, les femmes, enfin les gens sur le terrain interprétaient pas les radios, et donc bon, allez, on ampute, c'est pas grave, alors que c'était peut-être pas nécessaire. Donc il y a beaucoup de choses où elle a été précurseur. Par exemple, pour la grippe espagnole, elle a compris très vite qu'il fallait isoler les gens dans un pavillon, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Donc c'est vraiment une des grandes femmes, on va dire, de la médecine, de précurseur de la médecine, on va dire, contemporaine, hein, du XXe siècle. Elle et beaucoup d'autres qui ont ouvert la voie, mais qui a été un peu oubliée aussi. Alors, elle n'a pas gagné de prix Nobel, et c'est ce qui a sauvé Marie Curie, parce que peut-être qu'on l'aurait complètement oubliée aussi. Mais voilà, elle fait partie des grandes femmes de ce siècle, en tous les cas, et enfin du siècle dernier, et de la guerre, et de la Grande Guerre, pour ses avancées, pour son travail, pour ce qu'elle a trouvé, sur lequel elle a lutté, mais voilà, avec tous les écueils qu'elle a pu connaître à côté en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse trompée. Ça, elle l'a eu en travers de la gorge. Hein. Et voilà, c'est vraiment un livre très agréable à lire, c'est bien écrit, c'est fluide, c'est raconté, bah oui, comme si on était à ses côtés partout, avec les horreurs de la guerre et les horreurs qu'elle a vues, et bah, tout ce qu'elle peut avoir comme déchirement en tant que femme. Voilà, en tant que femme, mère slash amante, etc. Voilà. Donc vraiment, c'est un très très beau biographie romancée, enfin en tous les cas un beau roman qui offre bah, la place qu'elle devrait avoir en haut. Voilà. Alors il a fallu quand même attendre ces dernières années pour qu'elle ait, à titre posthume bien sûr, la médaille militaire du service des armées. Super, parce qu'elle a fini capitaine quand même. Hein. Voilà, et il y a 2 promos de grandes écoles qui ont pris son nom. Donc Madame Nicole Girard-Mangin est revenue à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire en haut. Donc merci à Cécile Chabot, parce que moi j'en avais entendu parler, notamment parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui étaient dans le médical et le paramédical et qui connaissaient cette femme. Voilà. Et notamment une infirmière qui évidemment connaissait cette femme. Enfin, connaissait de nom, bien sûr, parce qu'elle est trop vieille. Enfin, je veux dire, elles étaient plus jeunes, mais elles l'ont appris à l'école. C'était des femmes qu'on apprenait, voilà, dans leurs écoles. Le deuxième, et ça ne choquera personne. Qu'est-ce que ça va choquer quelqu'un? Non, personne. Voilà, Antoine Chopin, La Barque de Massao, et donc, c'est chez Chastel. C'est le coup de cœur de septembre, et qui va atterrir dans les coups du cœur de l'année. Je dois avouer, alors j'attends avec grande impatience la sortie du point lecture de Karine Minier, le coin lecture, because elle est en train de le lire, et c'est la première fois qu'elle lit du Chopin. On a déjà échangé toutes les deux. Vous saurez pas, voilà. Mais voilà, mais bon, alors vous savez mon amour pour Antoine Chopin. Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas que je suis folle de l'écriture de Chopin? Non, personne, tout le monde le sait. J'ai tout le monde avec Chopin. Mais là, je dois avouer que je m'attendais à rien, slash la fille, because je sais qu'il m'envoie toujours quelque part. Là, nous sommes avec Masao,
qui est un simple ouvrier, qui a obtenu une promotion depuis quelque temps, mais à la force du poignet. C'est quelqu'un de très solitaire, qui a des amis plutôt collègues, mais il est vraiment il n'est pas asocial, mais voilà, c'est un solitaire, il aime bien être seul, il aime bien être en marge. On sent qu'il y a une blessure qui le pousse à être comme ça. Et en fait, on apprend assez rapidement qu'il il ne voit plus sa fille Harumi, qu'elle vit avec ses grands-parents maternels, qu'il a eu une blessure, qu'il a perdu la mère de sa fille, enfin qu'il a perdu, qu'elle est morte, mais voilà, qu'il a perdu la mère de sa fille, et qu'il y a quelque chose qui le heurte et qui l'empêche d'exprimer. Alors il est très pudique, il n'est pas expansif hein, comme garçon. Et un jour, Harumi, qui est devenue une jeune femme, qui est en passe, enfin qui est architecte, qui a fait une école d'archi, qui est architecte, qui va bientôt construire un musée, enfin qui va aider à la construction d'un musée en tant qu'architecte, vient reprendre contact avec ce père qu'elle n'a pas vu ou très peu vu depuis des années, et donc elle essaye de raccrocher les wagons. En fait, elle vient lui demander qui était sa mère, comment elle était, comment ils se sont rencontrés, et elle essaye de raccrocher en fait, le dialogue avec lui. Et autant d'un côté que de l'autre, c'est difficile de se parler, parce que lui, il a non seulement cette pudeur, mais il a aussi un sentiment de honte d'avoir dû céder la place, de l'avoir laissé, mais aussi parce que il a une culpabilité parce qu'il n'a pas tenu une promesse et qu'il avait faite et qu'il n'a pas tenu parce qu'il ne pouvait pas, parce que c'était trop pour lui, les émotions étaient trop fortes et il n'arrivait pas à surmerger au-dessus de l'eau, on va dire, barque. Et en fait, tout passe par avec lui. Oui, vous affolez pas, je me suis tombée, je me suis massacré la gueule. Oui, oh bah comme d'habitude. Je suis tombée dans les escalators du métro, je me suis fait mal. Et donc, il a vraiment une volonté de reprendre le dialogue. Et donc, on va suivre ce pas de deux. Alors, c'est à la fois la première personne et à la fois à la troisième. Ça alterne selon les chapitres parce qu'en fait, quand il est avec sa fille, etc., on parle ils font machin, et quand c'est à jeu, c'est lui qui raconte ce qui s'est passé. C'est lui qui aimait les choses quand il a rencontré Kazue, donc sa compagne, cette relation très particulière et non conventionnelle qu'ils ont, la venue de leur fille, etc. Et tout ce qui s'est passé entre-temps, et pourquoi il a dû céder la place face à ses beaux-parents, parce que c'est un homme simple, c'est pas quelqu'un de très instruit aussi, donc il y a tout ce truc-là, et la plume de Chopin, c'est toujours ciselé, c'est-à-dire que c'est un peu comme, alors c'est pas dans la forme haïku, hein, parce que vous voyez bien, c'est un roman, mais c'est des phrases courtes, c'est des phrases nettes, précises. Il n'y a pas de plus, de moins. Il enrobe pas avec 10 millions de mots. C'est pas son truc. Il va droit au but. Et la beauté de cette histoire aussi, outre la découverte de l'histoire entre Masao et Kazue et Masao et sa fille Harumi, c'est le Japon et le fait que la barque de Masao représente le passé et le côté ouvrier, le côté besogneux de Masao, et puis ce côté où il ne sait pas dire, donc il prouve par un objet ce qu'il a envie de dire à quelqu'un. Et elle représente la modernité, c'est-à-dire l'architecture, le truc ultra moderne dans ce Japon qui est aussi ancré dans les traditions que ce qui peut être technologiquement hyper méga avancé. C'est quand même le seul pays qui a réussi à faire ça, à mêler modernité, technologie très avancée, etc., et histoire, tradition et codification absolument, vraiment, c'est plus que carré, hein, c'est du corset, hein. Voilà, c'est corseté, comme mais vraiment, c'est une histoire magnifique. Voilà, il y a une scène entre rire et douleur qui vous arrache le cœur. La fin est bouleversante.
Alors, bouleversante selon moi, on est bien d'accord, voilà. Ah, et franchement, j'ai pris un plaisir absolument monstre à lire ce livre-là. Donc, La barque de Massao, Antoine Chopin. Vous savez que j'adore Chopin. Il fait partie des auteurs que je trouve qui n'est pas suffisamment cité, qui a vraiment un univers à lui. Il n'a pas besoin de 553 pages pour le faire. Là, il doit en avoir pas tout à fait 200. 202. Alors, si vous levez les pages d'introduction, ça fait moins de 200. C'est toujours... voilà. C'est nickel chrome. Donc, franchement, coup de cœur du mois et il finira dans les coups de l'année. Et ça, c'est évident, mais sûr et certain. Ensuite, nous passons à complètement différent. Ah bah là, oui. Ah bah là, j'ai fait de grands écarts. Nous passons à la Norvège. Voilà, alors ça s'appelle Le cimetière de la mer de Aslak Nord, donc c'est chez 10-18, vous le voyez. Alors on est dans une saga familiale, euh, à la fois entre espionnage, thriller et historique. Là, vas-y, tu coches toutes les cases. Alors, on est en Norvège. Nous sommes avec la famille Falk, qui est une des plus riches familles de Norvège, qui a des entreprises, des fondations, voilà, qui ont un impact assez puissant financièrement sur l'économie de la Norvège. À la tête de l'empire, il y a Olaf, donc, qui est le fils de Vera, qui est une ancienne écrivaine à succès des années 70, qui a arrêté d'écrire, mais qui est toujours là, voilà, qui tient les rênes. Et nous, quand on arrive dans cette histoire-là, tout ce qu'on sait, c'est que Vera et Olaf ont survécu au naufrage en 1940 d'un bateau côtier, qui a vu sombrer le bateau avec beaucoup de morts, y compris le mari, donc de la famille Olaf, de la famille oui, le papa de Olaf, qui est en fait la famille Falk, parce qu'elle, elle était juste une pièce rapportée. Et donc, voilà, on en est là, on sait que c'est ça. Et quand on arrive dans cette histoire-là, c'est pour voir que Vera se suicide, donc la matriarche se suicide, et que tout le monde va chercher le fameux testament. Et le testament a disparu, mais à la place, aurait été fait par Vera dans les années 70, qui était parti chez des cousins qui sont les moutons noirs de la famille, il ne faut pas les fréquenter. Premier mariage du chef, donc celui-là on ne les fréquente pas, qui aurait tout simplement bien, en fait, rédigé ses mémoires et aurait fait des révélations dans ses mémoires sur le naufrage de 1940, sur les tenants, les aboutissants de l'Empire Falk, et qui pourrait faire ébranler non seulement l'Empire, mais faire démonter tout le truc. Et on va se retrouver face à cet homme, Olaf, qui est omnipotent, omniprésent, qui est un autoritaire absolu, qui va se retrouver face à sa fille, qui est censée prendre sa suite, Alexandra, qui est dite Sacha, qui, elle, était l'adoration de sa grand-mère et qui va décider d'aller chercher ce fameux manuscrit pour voir ce qui se passe. Et elle va être aidée en cela par la brebis galeuse, donc Hans, qui est un médecin humanitaire, très beau gosse, qui fait tomber toutes les filles, mais qui est un vrai médecin, hein, qui va sur les zones de guerre, qui est déjà allé aux guerres qui était là pendant les guerres au Liban, toute relation fortuite, qui est allé sur les zones de guerre de l'État islamique, etc., 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 qui a même d'ailleurs été pas loin avec les Peshmerga et tout, donc voilà, dans des théâtres de guerre, et qui aurait accueilli Vera, et qui saurait plus ou moins que effectivement le manuscrit existe, voilà. Et au milieu de tout ça, vous avez les espionnages et le fait que l'Empire Falk possède sa propre armée de mercenaires, on est bien d'accord, et qui aide plus ou moins le contre-espionnage norvégien à l'extérieur sur des théâtres d'opération. Voilà. Et donc vous imaginez bien que le testament, les révélations, le fric, les espions, les saloperies qui peuvent être faites au nom
d'une politique d'espionnage de norvégien, ou en tous les cas qui peuvent être là pour protéger l'empire d'un magma, d'un magnat de la magma, d'un magnat de norvégien, fait que tout ça, ça fait un page turner absolument incroyable. Alors il y a deux, trois petites longueurs, il y a des personnages qui sont, on a l'impression qu'ils sont caricaturaux, notamment la petite sœur de Sacha, Andrea, mais qui au final se révèlent être moins caricaturaux que ça, mais qui sont obligés d'être comme ça, parce qu'en fait en gros on en connaît aussi dans la vie. Il y a un espion slash journaliste, enfin sous couverture, qui lui sert de couverture, qui va arriver dans le jeu, qui va se lier avec Sacha, mais qui ont des rapports un peu conflictuels d'amour-haine, parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi on marche. Hein. On est bien d'accord qu'elle a toujours vécu dans sa cage dorée, et là elle se retrouve face à des gens qui savent biaiser sur tous les fronts. La révélation finale, enfin les dernières pages sont vraiment bien foutues, même si on arrive à comprendre vraiment qui est quoi, qui a fait quoi, qui va vers quoi, pourquoi, plus ou moins. Voilà, et ça traite aussi de l'épisode donc de la Norvège en 1940. Si vous ne connaissez pas cette période-là de l'envahissement de la Norvège par les nazis, vous avez loupé votre vie sur la Seconde Guerre mondiale, parce que moi, les gens qui me disent je suis fan de la Seconde Guerre mondiale, je connais bien, mais qui ne connaissent pas l'épisode de la Norvège en 40, et ben je leur dis il va falloir que tu reprennes tes études, parce que c'est important de savoir ça pour la suite. Voilà, oui, si, je vous assure, ça a eu un impact. Si, ça a eu un gros impact après. Voilà, donc il y a aussi ce côté résistance passive, mais pas passive, de la Norvège et de certains espions et personnes qui avaient fui le régime nazi. Voilà, donc franchement, c'est une très bonne saga. Oui, il y a toujours... Oh, ça m'énerve ça. Voilà, c'est une très bonne saga qui, honnêtement, part très bien. C'est un découpage par partie. Et alors, le truc qui est vraiment bien, c'est que nous avons, de temps en temps, le manuscrit de Vera. Voilà, et nous, en tant que lecteurs, on sait ce qui se développe. Les autres, ils savent pas, mais nous, on sait. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, il y a un deuxième qui est sorti. D'ailleurs, je vous le montre. Hein. Voilà. Il y a une deuxième... Enfin, une suite qui est sortie. Donc, je vais me l'acheter. C'est mon cadeau de Noël, la deuxième suite. Donc, je l'ai déjà réservé, entre guillemets, pour mon cadeau, mon auto-cadeau. Comme ça, je le lirai l'année prochaine. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors, je vous dis, il y a quelques longueurs de ci, de là, mais honnêtement, voilà, ça se lit comme... Oh bah ça se lit vraiment facilement. Quand je vous dis c'est vraiment facile, il n'y a rien de transcendant dans l'écriture, mais c'est vraiment très agréable, très fluide, puis c'est vraiment bien foutu quoi. Voilà, vraiment j'ai passé un très 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 bon moment de lecture pour vous dire. Donc j'avais qu'une seule hâte, c'est de savoir ce qui se passait juste après la fin, parce que ça m'a bien énervé de ne pas savoir. Donc comme je sais qu'il y a la suite, ah bah la bête. Donc c'est le cimetière de la mer de Aslak Nord chez 1018. Et nous allons attaquer le mitigé positif. Vas-y, calme-toi Lisa, calme-toi. Ça va durer 2 heures, hein, ce truc. Alors, le mitigé positif, ceux qui me suivent sur Insta ils l'ont vu, c'est donc L'invisible Madame Orwell de Anna Funder chez Héloïse d'Ormesson, édition Héloïse d'Ormesson, pardon. Alors, vous savez que j'aime George Orwell, comme j'aime Wells et Huxley. Huxley qui a été le prof d'Orwell à l'université. Oui, il y avait... Ah bah si, vous allez voir ça, il y a autre chose dedans. Donc Anna Funder a, suite à la découverte de lettres qui étaient restées dans un grenier de la meilleure amie de Eileen, donc cette jeune femme c'est Eileen O'Shaughnessy, qui est la première femme de George Orwell, en fait qui est plus ou moins la seule femme, puisque la deuxième il est mort très peu de temps après, donc on va dire que c'est sa femme la plus... Ah, voilà, sur la longueur. Eileen est une jeune femme brillante qui va à l'université, d'ailleurs qui a des communs de promo. Tout le monde la trouve particulièrement bonne. Tout le monde lui prédit un très grand destin d'auteur. Alors pas forcément de romancière ou d'écrivaine, mais en tous les cas d'auteur dans des textes. Alors ça peut être de la poésie ou ce que vous voulez.
D'ailleurs, parmi les professeurs qui enseignent au même moment où Aileen est à l'université, il y a Tolkien. Ah bah excusez du peu quand même. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très agréable, qui a une très belle vie, qui est d'un bon milieu, qui un jour va tomber sur Eric Blair, donc aka George Orwell, puisque c'est son nom de plume, George Orwell. Ils ont une différence d'âge, mais c'est pas grave, ils vont tomber sous le charme. Alors il est un peu étrange, hein, il est un peu fantasque, un peu farfelu. Elle est quand même un peu plus carrée, et elle va mettre à son service de son homme, puisqu'elle va l'épouser, euh, elle va mettre tout ce qu'elle a, son talent à elle, à son service, entre guillemets, parce qu'elle sait qu'il a du talent, beaucoup de talent, et donc elle décide en fait de le mettre de le pousser, en fait, en gros, puisque c'est elle qui va lui souffler d'aller couvrir la guerre civile espagnole, etc. Donc voilà, il y a des choses. D'ailleurs, 1984 vient d'un poème de Aileen, enfin le titre, en tous les cas. Et donc il y a plein de choses comme ça qui font que cette jeune femme va évoquer son mari, son mariage, ses amis, ses amours, ses emmerdes, en gros, hein, voilà, avec ses amis, et notamment Nora, sa meilleure amie. Alors, la première année est assez idyllique, après ça part en cacahuète, hein, ça c'est sûr. Alors, toute la partie de cette découverte d'Aileen, même si j'ai lu des bios sur Orwell et qu'elle est mentionnée, mais elle n'est pas mentionnée en tête de pont. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais c'est pas normal, on n'en parle pas trop dans les bios d'Orwell. Bah oui, mais enfin bon, c'est une bio d'Orwell. C'est écrit dans le titre, hein. Donc si on fait une bio sur moi, on va parler de moi, en gros. On va pas parler pendant 500 pages de la personne qui a fait sa vie avec moi à un moment donné. Non, mais enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça m'a pas choqué, mais bon, je savais qu'elle existait. Donc tout ce qui concerne Aileen, ses talents, son investissement, son abnégation, son effacement aussi, tout ça, ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que je dis positif. Y compris son rapport avec son mari et son écriture et ses succès, le fait que plus ou moins elle s'est oubliée au milieu pour y aller. Ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'a gêné, c'est la mise en miroir que fait Ada Thunder de sa vie à elle avec la vie d'Aileen. Évidemment, elle est de notre temps, hein. Alors, si vous allez derrière, je ne vous dis pas le nombre de prix qu'elle a gagné pour ce truc-là, enfin ce roman-là, en tous les cas, cette biographie-là, romancée, je suppose, parce qu'il y a plein de zones d'ombre, hein, dans la vie d'Aileen, il y a des choses qu'on n'a pas, hein. Donc voilà, elle a comblé ce qu'elle ne pouvait pas savoir par rapport, alors elle a interprété des documents, des choses, ce que peut faire quelqu'un, une biographie par exemple, qui n'a pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que, quelquefois, sur un personnage, on n'a pas tout. Voilà, et elle sait ça, donc elle brode ou elle interprète des signes qui sont pas forcément machin, mais elle interprète. Moi, sa mise en miroir avec sa vie, j'en avais rien à carrer. Mais vraiment, très rapidement, ça m'a gonflé. Enfin, pas gonflé, mais je lisais ça, ouais, oh, bah d'accord, ok, d'accord. Et le deuxième truc qui m'a un peu mitigé, c'est le fait que elle se permet des jugements. Alors, elle a raison, c'est son bouquin, elle fait ce qu'elle veut, hein, on est bien d'accord. Mais elle interprète par rapport à ce que nous on sait maintenant, post-MeToo, post-machin, post-truc. Donc voilà, elle met des phrases style, par exemple, George Orwell a effacé ou a mis au rencard toutes les femmes qui sont passées dans sa vie, qui ont travaillé avec lui, etc. En mode, c'est un gros misogyne, un gros connard, donc forcément, c'est elle qui a fait tout le travail. Voilà, et ça c'est un truc qui m'a un peu énervé, alors pas parce que j'aime George Orwell, mais je l'aime comme auteur, hein, comme écrivain, c'est ses bouquins que j'aime, c'est pas le mec, hein, on est bien d'accord sur le sujet, voilà. Mais ça m'a un peu mitigé, un peu énervé un peu, parce que des fois je pestais en me disant oui bon d'accord, ok, c'est une bio sur Aileen, elle avait beaucoup de talent, elle s'est effacée, soit, ok, mais on n'était pas dans le couple, on n'était pas là, ce qu'elle met sur une lettre à sa meilleure amie, c'est pas forcément la vérité de ce qui s'est passé, parce que votre meilleur ami, vous allez peut-être pas lui dire, bah non finalement en fait je suis une grosse daube, c'est lui qui est intelligent et tout, vous allez dire ouais enfin moi j'avais quand même quelques talents, bon bah j'ai quand même préféré que ça soit lui. Il faut se remettre dans le contexte aussi du début du siècle, du fait que peut-être on l'a pas
élevée comme ça, et puis peut-être qu'elle était complètement, elle a été subjuguée par cet homme, qui était brillant quand même. Alors, après, leur vie privée, c'est leur vie privée. C'est vrai qu'il y a des petits rumeurs grosses, oui, avérées ou pas, on s'en fout de ça, où Monsieur Orwell était autant à voile qu'à vapeur, comme disait ma grande-tante. Qui connaissait bien quelque chose puisqu'elle en avait épousé. Ah, bref, oh là là, ça c'est autre chose. Voilà, Tantine, la suffragette. Et donc, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous a pas fait? Bon, bref. Et donc, honnêtement, c'est un livre qui est très agréable. C'est vraiment très agréable à lire. En plus, il y a des. Alors, juste quand je cherche, il n'y a pas. Oh, ça m'énerve ça. Il y a des photos, par exemple, qui illustrent, où il y a des petits. Vous voyez, des télégrammes ou des lignes qu'il a envoyées. Ou alors, il y a même au début. Alors, ça va être facile parce que c'est au début. Il y a même un poème, enfin une note, alors la note style, la note qui n'a rien à voir avec la choucroute, style c'est la liste des courses, hein, on va dire, mais avec son écriture. Voilà, donc vous avez l'écriture de Eileen, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans cette biographie, si vous aimez Orwell ou si vous voulez en savoir plus, etc., du côté de sa femme, et de la mécanique de travail qu'ils ont eu, de la façon dont elle, vraiment, elle l'a porté, elle lui a ouvert les portes de certains réseaux qu'elle avait, elle lui a apporté des éditions, elle lui a apporté un agent littéraire, enfin bon bref, elle l'a littéralement, hop, allez vas-y je te mets sur les routes, les routes, c'est pas réciproque, ça n'a pas été fait. Alors c'est vrai que de ce côté-là, vous pouvez dire, ouais, bah, d'accord, chaton, maintenant que tu as été truc, tu aurais pu l'aider, parce qu'elle avait du talent aussi, tu aurais pu lui mettre le pied à l'étrier. Bon. Mais ce mise en miroir de sa vie avec celle d'Eileen, moi ça m'a vraiment, toutes les parties où elle parle de sa vie à elle, ça ne m'intéressait absolument pas. Et il y en a un. Voilà, donc c'est juste ça qui m'a fait un peu décrocher, parce que tout le reste, mais vraiment m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je dis c'est un mitigé positif, parce que honnêtement j'ai pris du grand plaisir à cheminer aux côtés d'Aileen, qui avait effectivement beaucoup de talent. Voilà, donc c'était l'invisible Madame Orwell, qui ne l'est plus désormais. Anna Funder, édition Héloïse Dormesson. Et donc, nous finissons par celui qui a été à ça de se retrouver le deuxième coup de cœur du mois et d'atterrir dans la pupille. Sachant que, je sais pas, peut-être qu'il atterrira, mais non, enfin, je sais pas, on verra. Ça sera peut-être un hors, vous savez, les hors sujets, là, les hors catégories. Ça va être un hors catégorie. On parlait de Madame Orwell, on a Monsieur Orwell, enfin, en tous les cas, en dérivé. Donc, c'est Julia, puisque le vrai titre s'appelle Julia. Donc c'est de Sandra Newman et c'est aux éditions Robert Laffont. Donc je vous montre tout comme ça, vous pouvez noter. Donc Julia, alors dessous évidemment c'est écrit 1984. Pourquoi? Parce que Sandra Newman a remis, en fait, a pris l'univers de 1984, a pris les personnages de 1984, mais les a détournés différemment. C'est-à-dire qu'en fait on est avec Julia. Alors, pour tous ceux qui ont... Ah oui, alors il faut que je le dise ça en premier. Alors, ceux qui n'ont jamais lu 1984 et qui veulent lire ça, soit vous vous tapez 1984 de George Orwell, parce qu'il faut quand même avoir non seulement l'univers, les dénonciations qu'a fait Orwell, toutes les subtilités, les inventions qu'il a fait, comme la novlangue, les ministères, la fiction, le département de la fiction, les trucs anti-sexe, les machins, les bidules, les trucs, et tout ce côté Big Brother, tout ce côté oppression, autoritarisme, totalitarisme et dictature, et plus si affinité. Ah bah oui, c'est ce que Orwell dénonçait, hein, les autoritarismes, les dictatures et les totalitarismes. Hein, c'est exactement pour ça. Et d'ailleurs, c'est pas très faux parce que quand on voit les inventions de caméras partout, vous êtes filmé partout, etc., on est un peu dans le style quand même. Hein, oui, si. Voilà, donc ou vous tapez le roman 1984 parce que vous avez envie de lire le roman et ça c'est très bien, soit vous avez vraiment pas envie de le faire parce que vous avez pas envie de lire tout ça. Trouvez-vous un résumé hyper méga détaillé. Parce que le personnage de Julia existe. Voilà, dans le 1984 original. Et là, on est avec Julia. On n'est pas avec les hommes. C'est un roman qui est à la fois féminin, enfin oui, féminin et féministe. C'est-à-dire que c'est Julia
qui nous raconte comment elle va démarcher Winston. Bon, si vous ne savez pas qui est Winston, 1984, c'est pour ça que je vous ai renvoyé là. Comment elle l'a abordé, qu'est-ce qu'elle en a pensé au début, comment elle a initié leurs premiers ébats et leur liaison, et ce qui se passe derrière. Et surtout, on suit Julia, qui est en fait une mécanicienne dans un département, qui est une fille qui a l'air d'être carré, oh la carré, enfin en tous les cas, pour ses chefs, pour Big Brother, elle est carré, qui en vérité est une menteuse pas tentée, qui détourne tout pour à son avantage, qui a des aventures sexuelles partout alors qu'elle prône le no-sex, voilà, et qui a appris, contrairement à Winston, à ne pas subir ce qu'on lui fait subir, mais à détourner, à biaiser, à mentir pour pouvoir mener sa vie comme elle le veut, mais sans se faire piquer. Oui, parce que c'est pas une bonne idée de se faire piquer en 1984. Et en fait, on suit tout le parcours de Julia, du début, donc, jusqu'à cette fin. Et donc, c'est à la fois proche de 1984, mais complètement différent, parce que c'est pas du tout la même perspective. On est là avec le côté des conditions des femmes, la femme dans 1984, chose qui n'était pas abordée par Orwell, parce que lui, il avait pris le prisme de Winston et de ses hommes, parce qu'il dénonçait un système d'hommes, voilà. Et franchement, c'est hyper bien foutu. Voilà, alors il y a des scènes assez chocs, hein, de violence, de sexe, c'est assez cru quand même, il y a des 2-3 endroits où c'est assez cru, mais c'est bien foutu, commencez pas à gueuler, c'est bien foutu, voilà, on va dire c'est du cul pour du cul, mais c'est justifié dans le texte. Il y a 2-3 endroits où, oula, oula, j'avais le cœur ici, moi. Il n'y a pas de peine, hein, pas d'émotion, oh là j'ai mal au cœur. Voilà, donc non, je vous préviens, si vous avez des âmes sensibles, faites attention quand même. Il y a 2-3 passages où c'est bien corsé quand même. Voilà, donc elle y est allée avec le... Mais bon, on est dans un système totalitaire, dictatorial, limite concentrationnaire, etc. Donc vous attendez à tout. Des fois même pas à ça, mais vous prenez la porte en plein dans la gueule. C'est bien foutu. Il y a juste un truc, c'est que la fin m'a paru... Alors, c'est pas la fin à elle-même, parce que je vous laisse découvrir ce qui se passe, parce que le déroulé ne vous attend. Alors, quoi que je vous dise, et quoi que vous lisiez au début, vous n'allez pas vous attendre à ça. C'est non, bah non, c'est pas... Non, même si vous connaissez 1984. Mais j'ai trouvé qu'il y avait effectivement trop de modernité, alors que c'est un roman qui se passe dans l'univers de 84 de Orwell. Voilà. Donc, c'est féministe, ça, il n'y a rien à redire et c'est très bien foutu. C'est féminin parce que c'est Julia qui est la principale héroïne. Mais il y a quand même ce côté où on sent que c'est mis à la sauce de nos jours, alors que en fait le roman n'a pas été écrit à ce moment-là, et donc c'est l'univers qui se passe dans l'époque de la création. Et ça m'a... Il y a 2-3 trucs qui m'ont titillé, je me suis dit, ah, ça ne serait pas passé du temps d'Orwell, parce que, voilà, c'était pas justif, il y avait des trucs qui... Bon. Mais sinon, honnêtement, je n'ai rien à redire, je vous dis, il était presque au coup de cœur, hein, donc on n'était pas loin. Donc franchement, c'est bien écrit. C'est vraiment du très proche et du très différent à la fois. C'est un très bon travail. Elle connaît l'univers de 1984 vraiment bien, et elle s'est bien amusée à détourner tous les codes et à balancer à droite, à gauche dans les cordes certaines choses pour l'arranger à la sauce de Julia, et franchement c'est bien foutu. Voilà. Donc franchement j'ai passé un très très bon moment avec Julia de Sandra Newman, donc c'est chez Robert Laffont, et oui, Big Brother la regarde. Oh là 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 là, ça me donnait envie de relire. Ah non, il faut que j'arrête de relire parce que ça me fatigue. Bon, donc ça, c'est ce que j'ai lu au mois de septembre. Vous allez vous dire, putain, t'as lu que 5, t'es un peu feignasse, non? C'est quand même des jolis petits livres. Alors, j'ai lu aussi, en fait, en relecture, j'ai lu Caligula de Albert Camus, donc toujours au théâtre en 2024. Il nous reste encore 3 pièces, hein, on va y arriver. Le mois prochain, c'est une de mes pièces préférées quand même. C'est Richard III de Shakespeare. Ça, je l'aime. Franchement, j'avais pas relu Caligula depuis
oh, je crois presque pratiquement la première ou la terminale. On en était à ce moment-là. Donc ça, siècle dernier, quand j'étais jeune et belle, immense, et que rien ne tombait encore. Enfin, il n'y a rien qui tombait à cette époque-là. Bon, non, il y a des choses qui tombent pas encore. Mais ça tombait pas. Et franchement, j'avais une vision alors de Caligula et de cette pièce, de cette dénonciation, etc. Mais j'avais pas eu cette empathie avec lui. Et là, j'ai eu cette empathie avec lui. Voilà, j'ai quand même, je lui ai quand même trouvé, malgré l'horreur et la saloperie qu'il peut faire, parce qu'il prend du plaisir à tuer les gens quand même, hein, en gros, hein, oui, alors sous prétexte qu'il a perdu la femme qu'il aimait, excusez-moi du peu quand même, hein, prendre du plaisir pour tuer des gens, juste pour se venger, on voit ça quand même méchant, voilà. Mais là, je lui ai trouvé des circonstances atténuantes, ce qui est quand même assez hallucinant, et la plume de Camus, et la plume, et sa vision de ce côté de l'absurdité de la vie, quoi. Non, non, franchement, c'est une très, 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 très bonne relecture de Caligula de Albert Camus. Donc, j'étais très contente de le faire avec le groupe. Visiblement, ça a plu. Et il y a plein de personnes qui n'avaient pas lu cette pièce-là et qui ont vraiment bien accroché. Donc, voilà. Et ensuite, je suis en train de relire et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous rendre sur la chaîne de Barocco underscore, alors tiré du bas, culture, je mettrai, si j'y pense, Perceline, si j'oublie, tu me tapes. La chaîne de Barocco, donc barre d'en bas, tiré du bas, culture, sur sa chaîne bien sûr Booktube, et surtout sur Twitch. Elle fait une lecture commune, alors une relecture pour tous, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais une relecture donc des hauts, alors de Heurtebise, puisqu'en fait il y a une nouvelle version qui est sortie qui s'appelle les hauts de Heurtebise, et c'est dans ces contextes-là qu'elle a décidé de faire cette lecture commune, de faire relire donc d'Émilie Brontë Les Hauts de Hurlevent. Alors moi j'ai la vieille version de 1984, donc je lui ai dit que je n'achèterai pas la nouvelle, parce que moi Heurtebise ça me heurte, hein, c'est rien de le dire. Ah bah, c'est un peu comme l'Assommoir de Zola, moi ça m'assomme, voilà, donc ça m'a heurté, et donc elle a découpé, oui il y a des petites... voilà. Elle a découpé, et tous les vendredis soirs à 18h30, elle fait un live d'à peu près 2 heures d'une explication de texte, donc de 4 chapitres à la fois. Alors, 2-3 fois, elle l'a décalé au dimanche. Donc pour cette partie-là, au moment où moi j'enregistre, bah, c'est demain en vérité, puisque moi j'enregistre le samedi, cette vidéo sortira dimanche. Mais ça sera dimanche à 16h, donc je vais la mettre à 6h du matin, la vidéo. D'ailleurs, je vais reprendre mes horaires de 6h parce que 18h, ça me perturbe. Et puis, je sais qu'il y a des gens que ça les perturbe aussi, 18h, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en voiture aussi, ou quand ils déjeunent, ils commencent à écouter ou à regarder. Et 18h, c'est le moment où on fait la bouffe, où il y a les gosses qui rentrent de l'école, où il y a Chouchou qui vous demande encore quelque chose pour la 3e fois. Enfin, Chouchou, pas le chat, votre mec, ou votre copine, hein, ce que vous avez sous la main. Donc voilà, je me suis dit, ah, 6h c'était mieux, voilà. Donc, et puis en plus, pour moi, 6h c'est mieux, parce que du coup, quand il est lancé, je peux vous annoncer qu'il est lancé, alors que 18h, la plupart du temps, j'oublie complètement. Et je regarde que le lendemain. Vraiment, bah, les vieux, vous savez, hein, c'est plus ce que c'était. Donc je vais la mettre à 6h demain matin. Comme ça, si par hasard, vous regardez la vidéo et que vous dites, ah oui, moi je voudrais bien raccrocher le truc. Alors, 16h sur Twitch, même chaîne, Barocco, tiré du bas culture avec un C majuscule et Barocco avec un C. Je vous mettrai le lien. Enfin, putain, il ne faut pas que j'oublie. Comme ça, sinon vous allez sur Instagram à Barocco Culture, elle y est. Et donc elle fera la promotion, elle vous dira, voilà, elle mettra le lien en story, comme ça vous aurez. Parce que c'est 2 heures. Elle le sait, donc elle va rougir, mais elle le sait parce que c'est pas la première lecture commune qu'on fait avec elle. C'est un bonheur absolu, parce que c'est un puits, cette fille. Elle a un bagage littéraire incroyable. Elle est, comme beaucoup la connaissent, elle est intermittente du spectacle, elle est dramaturge, elle a une compagnie, elle fait de la représentation, elle fait du théâtre, elle fait, elle fait de la poésie. D'ailleurs, son recueil de poèmes sort vers je crois que c'est toujours le 2 octobre, peut-être ça a été avancé, mais enfin en tous les cas c'est vers là. Je vous le présenterai fin octobre parce que je vais l'acheter.
parce que j'ai très hâte de lire ce que Berceline écrit. Voilà, donc franchement c'est un bonheur parce qu'on papote, parce qu'on s'échange, parce qu'elle nous... C'est véritablement de l'analyse de texte avec des références, avec de la recherche. On a tout le temps le moment pop culture à la fin, et on a des extraits voilà, de films, etc. Puis chacune, entre nous, dans le chat, on apporte ce qu'on peut savoir ou ce qu'on imagine de du livre, etc. Moi, par exemple, ayant la culture et l'histoire de Liverpool sur le bout des doigts, effectivement, le fait que c'était un port négrier peut expliquer grandement que Heathcliff serait plus un métis qu'un bohémien. Voilà, donc on interchange, mais c'est vrai que pendant 2 heures, c'est littéralement une explication qu'elle nous fait, qu'elle nous donne les clés, elle a cherché, elle est allée voir dans différents ouvrages de thématiques qui sont abordés dans les chapitres. C'est un bonheur. Voilà, c'est vraiment un bonheur. Si vous ne savez pas, allez voir sur sa chaîne de YouTube. Elle avait fait Notre-Dame de Paris, etc. C'était, mais vraiment, c'était régalé absolument. À chaque fois qu'elle vit une lecture commune, c'est ça, même si j'ai lu le livre 19 fois, ce qui n'est pas le cas de celui-là, parce que c'est pas mon préféré. Ma préférée, c'est Anne Brontë. Voilà. Et alors, je préfère encore Eau de Hurlevent à Jane Eyre. Comme ça, au moins, ça vous pose la bête. Hein, on est bien d'accord. Mais Eau de Hurlevent, moi, Catherine, je la supporte pas. Et alors, à la relecture, je supporte mieux Heathcliff. Pourtant, Dieu seul sait que je pouvais pas le blairer, celui-là. Donc, ça va comme... Ah, je vieillis, je change d'idée. Mais par contre, Catherine, toujours à claque. Ça marche, ça arrivera jamais. Voilà, donc il y a vraiment une relecture en cours et on se régale. Voilà, donc ça, c'était le bilan septembre, sachant que c'est pas fini, puisque nous avons encore 4 ou 5 live. Donc, venez vous joindre à nous, mes petits amis. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai lu donc, dans le mois, que j'ai aimé, je vous le dis, coup de cœur, machin, un seul mitigé très positif quand même, il faut pas déconner, donc c'est très agréable. Prochaine vidéo, qu'est-ce que je sais pas. Ah bah si, c'est la pile à lire d'octobre, alors il y aura au moins, non il y a 3 livres de la rentrée littéraire que j'ai pas pu caser au mois de septembre, donc ça c'est sûr, et il y a 2 livres que j'ai reçus, et un autre que j'ai reçu en cadeau cet été. Voilà, donc j'avais envie de le faire. Et puis au théâtre, comme je vous l'ai dit, c'est Richard III de Shakespeare. Cette pièce est un bonheur absolu. C'est voilà. Et puis en plus, je me languis de sortir le podcast là que j'ai fait parce que j'ai adoré. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Bah voilà, il y aura les podcasts histoire. Au mois d'octobre, c'est les guerres civiles anglaises, donc ce qu'on appelle la Révolution anglaise. Si vous connaissez Thomas Cromwell, vous savez de quoi je vais parler. Voilà, donc écoutez, on verra. Puis il y aura la FAQ, hein, forcément, avec la débile qui avait perdu les questions. Et oui, c'était comme ça. Bon, bref, c'était Lisa. J'espère que ça vous a plu. Bisous, enfin, like. Et puis plein de commentaires. Parce que vous voyez, la dernière fois, vous êtes arrivé à faire des commentaires. Donc vous voyez que vous pouvez faire des commentaires sur mes chaînes, sur mes vidéos. Donc maintenant que je vous ai vu faire des commentaires, je vais vous emmerder à chaque fois. Je vais ah, tu veux pas me mettre... Alors pour les sous-marins, vous pouvez me mettre un commentaire tous les 3 ou 4 vidéos. Voilà. Celle qui vous plaît le plus. Voilà, même bisous, même merci, même un petit emoji. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Chouchou, qu'est-ce qu'on met comme emoticon aujourd'hui? Ils sont fous, ils me regardent en mode ah, lâche-moi, t'es à la lumière, déjà ça me gave. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoticon? Qu'est-ce qu'on on fait un petit truc, un truc sympa. Oh, mettez-moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. Oh, y a plein... Une petite barque pour Masao. Vous me mettez une petite barque. Ou alors ouais, une petite barque, un voilier, enfin le bateau vous trouverez en bas. Premier truc qui ressemble plus ou moins à une barque ou un bateau. Mais vous avez le droit de mettre autre chose quand même, hein, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se redonne rendez-vous à la prochaine vidéo, donc la pile à lire / book haul de mois d'octobre. Ciao, ciao.